qu'un formateur? Alors un formateur, c'est quelqu'un qui s'est mis effectivement dans la situation très particulière de devoir non seulement acquérir des connaissances académiques, mais de se mettre en situation d'entrer dans un processus, je dirais, assez complexe de transmission, et donc dans la perspective d'un véritable accompagnement. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement comment dire, le fait, comme l'avait dit un jour un ministre de l'Éducation nationale en réunissant ses recteurs, ce ministre avait dit, voyez ce verre, j'ai une carafe d'eau, je remplis, le verre c'est la tête de l'élève, et moi je remplis. C'est pas ça, c'est-à-dire que c'est un accompagnement, je dirais, qui suppose effectivement des savoir-faire, qui suppose des perspectives didactiques, et donc une double compétence à la fois en termes de compétences académiques et de compétences d'accompagnement, avec l'idée effectivement d'amener le formé à un niveau de connaissance et d'appropriation des savoirs et des savoir-faire le plus élevé possible. Quelle définition proposerais-tu du sentiment d'illégitimité? Alors, bon, en termes de définition, on comprend bien un petit peu ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le formateur dont je parlais précédemment peut éprouver effectivement l'impression de ne pas être à la hauteur de la tâche. Alors, ce sentiment, effectivement, je crois, existe, à mon sens, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que l'ensemble des savoirs, des savoir-faire à mobiliser est effectivement à peu près infini. Personne ne maîtrise tout cela. Et donc, finalement, aucun formateur n'est à la hauteur de la tâche. Et il nous arrive de nous en souvenir. Le deuxième élément important, qui joue un rôle dans ce sentiment, c'est effectivement l'institution elle-même, qui a hiérarchisé subtilement, effectivement, à travers des certain nombre de diplômes, de statuts, etc., a hiérarchisé les professeurs, hein, ce qui n'est pas, je dirais, aberrant en soi, pas du tout, hein, mais en quelque sorte l'institution a figé des hiérarchies qui font que chacun d'entre nous s'insère dans un système assez complexe dans lequel on lui reconnaît plus ou moins finalement de compétences. Alors ça c'est très marqué en France. Je me souviens avoir écouté le témoignage à la radio d'un intellectuel étranger qui disait mais c'est quand même extraordinaire ce qui arrive en France. Quand quelqu'un meurt, on rappelle qu'il était un ancien élève de l'ENA ou de l'école normale supérieure, etc. Et lui s'en étonnait beaucoup, parce qu'en fait, réussir effectivement en concours difficile à 20 ou 25 ans, c'est très bien, mais c'est le parcours de vie et le parcours de formation ultérieure qui est quand même le plus important. N'empêche que les stratifications qui existent font, tout le monde les connaît bien dans notre univers, qu'il y a effectivement plus ou moins de prestige dans notre statut, plus ou moins effectivement de prestige dans les objets d'enseignement qui sont les nôtres. Il y a des différences de salaire. Et donc, le fait d'avoir ainsi, en quelque sorte, figé des situations, cela peut amener certains professeurs à se dire, au fond, peut-être que tel enseignement serait mieux dispensé par tel ou tel collègue. As-tu déjà été confronté à ce ressenti? Et si oui, à quelle occasion et à ton avis, pourquoi? Alors, je dirais oui, bien sûr. Et je dirais oui, heureusement. Je pense qu'un professeur qui s'imaginerait dominer tous ses savoirs et ses savoir-faire et qui estimerait avoir toujours raison, qui plus est dans un domaine aussi mouvant et quand même subjectif que celui de la pédagogie, je pense qu'un professeur qui serait dans cette posture-là serait en perdition presque, en quelque sorte.
c'est-à-dire qu'il se mettrait dans une situation effectivement de produire des discours ou des évaluations, à mon avis, extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'une des premières qualités d'un enseignant, on le dit souvent, c'est quand même une forme de modestie. C'est-à-dire la tâche, je le disais, est toujours au-delà de ce que nous pouvons faire et réussir. Et donc, on peut avoir effectivement ce sentiment d'être illégitime à un moment donné, ou de douter en tout cas de sa légitimité. Alors, on me demande, est-ce que ça m'est arrivé? Je disais, heureusement oui, ça m'est arrivé, ou ça m'arrive encore, malgré l'expérience. On peut, par exemple, une institution comme la nôtre demande à un moment donné à des non-chercheurs de diriger des mémoires. Donc on peut se dire, moi qui n'ai pas en statut d'enseignant-chercheur, on en revient à cette hiérarchisation effectivement des situations, de me dire peut-être qu'un enseignant-chercheur le ferait mieux que moi. Et j'ajoute, sans doute, le ferait-il mieux que moi. Dans le cas précis, il faudrait ne recruter que des enseignants-chercheurs, bien évidemment. Et donc, on peut avoir face, je dirais, un certain nombre de tâches à mener, ce sentiment-là, on peut le ressentir également dans le conseil qu'on peut apporter à des stagiaires en situation de visite. Un jour, une étudiante, dont je n'étais pas le référent, mais peu importe, évoquait en cours une situation difficile de gestion de classe, et à un moment donné, j'ai été amené à lui dire devant les difficultés ou la souffrance et la sienne, mais vous savez, je ne ferai pas forcément mieux que vous à votre place. Ça l'a beaucoup étonné, et surtout ça l'a beaucoup rassuré. Sans doute ce sentiment d'illégitimité est-il nécessaire à certains moments.